Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public à l'orée duquel je vais vous donner quelques nouvelles de notre petite entreprise. Elles sont bonnes. Notre campagne de financement a dépassé son objectif. Elle a atteint 129% de son objectif. Et évidemment, c'est un résultat qui est pour nous d'autant plus tonique que les spécialistes de KissKissBankBank nous avaient averti que les contributions vont beaucoup plus facilement aux initiatives nouvelles qu'au renouvellement du soutien à un projet déjà mis en œuvre. Et puis, il faut aussi ajouter que aux contributeurs de ce site de financement participatif se sont joints de nombreux auditeurs qui ont préféré les uns envoyer directement un chèque à l'adresse indiqué sur notre site, qui est toujours valable, ou qui ont souscrit un abonnement par les moyens qui sont aussi sur notre site. Et donc, si la collecte sur KissKissBankBank est close, les deux moyens que je viens d'évoquer de nous soutenir sont accessibles en permanence via le site lenouvelespritpublicsansséparation.fr. Autre sujet de contentement et même de jubilation, notre émission thématique consacrée à l'Arménie la semaine dernière a rencontré votre attention et votre adhésion au moment où, autour du leader de la France insoumise, l'univers médiatique ressemblait plus que jamais à une histoire pleine de bruit et de fureur racontée par un idiot et qui ne signifie rien. Une fois de plus, parier sur la curiosité a été un pari gagnant. Offrir un refuge où la volonté de comprendre et l'intelligence trouvent leur compte dans un environnement de piaillerie organisée, c'est notre raison d'exister, ou plutôt c'est la raison pour laquelle vous avez souhaité que nous reprenions nos conversations sur la toile. Grâce à Dieu, nous ne sommes pas les seuls de cette espèce. L'hebdomadaire Le 1 a rencontré le succès en développant une formule matériellement et intellectuellement originale, à l'opposé de la tyrannie du marketing. Et cette semaine, son numéro est consacré à la viande. Faut-il continuer à en consommer? Et si oui, dans quelles conditions? Aux éléments de réponse que le 1 apporte à cette question s'ajoute une brève mais saisissante anticipation signée Robert Solé, dont l'humour ne saurait, je crois, masquer la pertinence. Nous allons nommément maintenant remercier certains des contributeurs dont je viens de dire à quel point ils ont été généreux avec nous. Et je vais commencer en vous annonçant aussi que le 11 novembre, c'est-à-dire dans 15 jours, nous reprendrons nos enregistrements en public à l'école alsacienne et que nous allons, dès aujourd'hui, ouvrir le site qui permet de s'inscrire, puisqu'il est nécessaire et indispensable même de s'inscrire pour ces émissions. Ayant annoncé cet enregistrement en public le 11 novembre, je remercie Anne Ricot, Sophie Bérébi, Eddie Notte, Roland Genet, Luc Evely, Annick Usanaz, Michaela Wiegel. Je remercie chaleureusement Patrice Maguère, Christophe Chéron, Jean-Pierre Barrière, Éric Rouvroy, Aline Servet et Thomas Seller. Nicolas Bavrez. Je ferai remarquer à Philippe Meyer que quand on s'appelle NEP, c'est quand même normal de dépasser les normes du plan. C'est ce qui a été fait. Et NEP, donc, c'est un grand bravo. Je remercie au nom du Nouvel Esprit Public Patrick Bécuve, Fabrice Conchon, Myriam Gaulle, Amélie Ténery, Jean-Pierre Poulain et Lionel Gastine. Lucille Schmitt. Alors j'espère d'abord ne pas écorcher les noms de nos généreux donateurs. Moi je remercie Bernard Giancetto, Nicolas Blin, Jacques Mourican, Jean-Baptiste Louison, Mathieu Cassonnet et Bernard Marclet.
Merci à eux et à tous les autres. Nous allons maintenant essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous allons donc le faire avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Lucille Schmitz, qui est membre du comité de la rédaction de la revue Esprit, et avec, c'est son retour et nous nous en réjouissons, Michaela Wiegel, correspondante à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et précisément, nous allons commencer par nous intéresser à l'Allemagne et à ce qui pourrait paraître comme une sorte de dernière chance pour la coalition. En mars dernier, les députés fédéraux allemands confiaient un 4e mandat de chancelière à Angela Merkel après 12 ans d'exercice du pouvoir. Après 5 mois de négociations, les chrétiens démocrates de la CDU et de la CSU formaient une nouvelle grande coalition de gouvernement avec les sociodémocrates du SPD, et cela malgré les faibles résultats électoraux de ce partenaire socialiste aux élections de septembre 2017. Moins d'un an plus tard, la chancelière doit affronter de nombreuses difficultés. Dès septembre, elle a dû accepter que son groupe parlementaire évince de sa présidence l'un de ses proches, Volker Kauder, qu'elle avait qualifié quelques jours plus tôt d'irremplaçable. Elle a été affaiblie par les critiques de plus en plus vives contre sa politique migratoire formulée par son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, pourtant issu des rangs de la CSU, qui est l'allié électoral historique de la CDU en Bavière. En octobre, le 14, ces dissensions ont été aggravées par un revers électoral historique de cette CSU en Bavière, où elle a perdu la majorité absolue qu'elle détenait au Parlement régional depuis 1962. Cette déconfiture a profité aussi bien au parti d'extrême droite Alternative für Deutschland qu'au parti écologiste des Verts, qui pourrait tirer profit à l'échelle nationale du recul progressif du SPD, qui n'a pas dépassé 10% des voix en Bavière. Les élections régionales qui ont lieu ce dimanche en Hesse revêtent une importance particulière pour la coalition gouvernementale. Si un nouveau revers électoral venait sanctionner le parti de la chancelière, la presse allemande s'est faite l'écho de la possibilité qu'elle ne soit pas reconduite à la tête de son parti lors du congrès qui doit se réunir à Hambourg le 6 décembre prochain. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, nous voyons maintenant clairement que cette Allemagne que le candidat Emmanuel Macron avait essayé de séduire pendant sa campagne électorale, est à la fin d'un cycle politique et l'ère Angela Merkel se ferme et nous avons l'impression que effectivement des choses pouvaient s'accélérer avec ces élections à Hesse. D'ailleurs, la secrétaire générale Annegret Kramp-Karrenbauer, dont le nom est même pour les Allemands imprononciable, donc on l'appelle AKK. Ça sonne un peu comme une centrale nucléaire, mais elle est venue comme elle a été appelée comme secrétaire générale de la CDU justement pour déjà préparer en quelque sorte la suite à donner et qu'elle parle ouvertement maintenant de la question de la succession est un signe de plus qu'il en fallait que vraiment nous ne sommes pas sûrs que cette grande coalition qui n'a rien de grand va aller au bout de son mandat. Alors, il y a en France une grille d'analyse qui est fortement influencée, je pense, par les thèses de Jean-Luc Mélenchon, qui est une grille d'analyse de dire on voit maintenant en Allemagne que le modèle économique arrive à bout, il y a trop de précarité et donc il y aurait en cours en quelque sorte une rébellion sociale, socio-économique. Alors je crois que cette grille d'analyse est assez erronée. Je crois qu'il y a deux facteurs et qui expliquent aussi pourquoi on a aujourd'hui les Verts qui, il faut se souvenir, qui ont participé à deux reprises au gouvernement en Allemagne, que les Verts font leur grand retour et c'est des Verts renouvelés sur la scène. On pense même que en Hesse, il pouvait y avoir un ministre-président vert. C'est tout à fait dans le champ des possibles. Alors, quelle est la bonne analyse? On arrive effectivement à la fin d'un cycle où Angela Merkel n'a pas réussi à mener à bien la transition écologique. On a été très rapide dans la sortie du nucléaire, mais on voit de plus en plus que cette sortie n'a pas été bien préparée,
que cela nous oblige à un recours à des énergies fossiles, avec notamment un renouveau du charbon qui est très problématique. Et à cet égard, il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans notre land le plus industriel, la Rhénanie du Nord-Westphalie, où on veut rôder un des forêts pour justement faire place à une centrale de charbon. Et ça a aidé énormément au succès des Verts, qui sont bien sûr fondamentalement opposés. Et donc, on voit apparaître que les réponses qui étaient, vous vous souvenez, Merkel, à un moment donné, elle s'appelait la chancelière du climat. Les réponses qui ont été données n'ont pas convaincu la majorité des Allemands. Et d'un autre côté, et c'est là où joue l'autre opposition qui s'est développée, c'est sur la question de l'ouverture de l'Allemagne. L'Allemagne, grand pays exportatrice qui profite pleinement de la globalisation et qui aujourd'hui voit les limites de sa politique d'immigration, dont le seul devise était nous y arriverons, wir schaffen das. Aujourd'hui, on voit que cette façon on peut le mettre un peu en parallèle avec la sortie du nucléaire, où aussi on a prêché par trop d'optimisme et peu de plans vraiment concrets. On voit que même les plus motivés sont en quelque sorte un peu choqués par l'improvisation qui a prévalu et on a vu cela très fortement dans le résultat en Bavière. Donc ça a fait monter une force à droite de la CDU, la AfD, et quitte clairement un parti qui était voué à disparaître après ses premiers échecs sur l'opposition à l'euro et qui s'est reconstitué grâce à la question migratoire. Et donc, je crois le résultat en S va être très important et notamment et j'ai dit juste 3 mots sur cette personne, ce Vert qui monte, parce que ça montre aussi que notre modèle d'immigration peut très bien marcher. Il s'appelle Tarek Al-Wazir. Il pourrait donc il est déjà le ministre de l'économie et de l'environnement en S. Il pourrait très bien être le grand gagnant et donc le futur ministre-président. Il est né en Allemagne d'un père jéménite et d'une mère professeure très à gauche allemande qui habitait après sa séparation avec le père dans ces espèces de huttes qu'on avait construites sur le terrain de l'aéroport pour protester contre l'extension de l'aéroport de Francfort, qui est un des plus grands aéroports de Francfort. Et donc son fils s'est engagé très jeune en politique. À part des études de sciences politiques, il a pas fait autre chose, mais il est assez représentatif pour ces nouveaux Verts, entre guillemets, qui ne sont pas complètement hostiles au développement industriel. Il est d'ailleurs assez connu pour avoir des bonnes relations avec l'industrie automobile, mais justement de pousser le changement, d'aller vers plus de moteurs propres. Et donc, ça va être très intéressant de voir comment, dans ce pays qui a quand même son importance, les Verts vont réussir éventuellement à participer au gouvernement, parce qu'en Bavière, il faut bien le dire, le succès des Verts n'a pas du tout été suivi des faits, parce que malheureusement, la CSU va former une coalition avec les électeurs libres et donc les Verts vont rester un parti d'opposition. Nicolas Bavrez. Madame Merkel, par sa personnalité, par sa longévité, incarne la stabilité. Et c'est là-dessus qu'elle a fait son succès politique. Et c'est vrai que cette stabilité que l'Allemagne, cette culture de stabilité que l'Allemagne a voulu pour elle-même et qu'elle a exportée vers l'Europe, est aujourd'hui prise à revers par l'évolution de l'histoire. Et donc, les difficultés du cycle Merkel, c'est derrière une fin de cycle aussi pour une forme de modèle allemand. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que
que l'Allemagne est extrêmement fière de ses excédents budgétaires et de ses excédents commerciaux. Or, l'excédent commercial énorme de 8% du PIB est devenu aujourd'hui un problème plus qu'un atout, à la fois en Europe, mais surtout dans le monde, puisque ça en fait une cible privilégiée de Donald Trump et des États-Unis, qui était normalement le grand allié de l'Allemagne. Ensuite, je partage l'idée que les accusations françaises sur la pauvreté en Allemagne sont tout à fait infondées, puisque les pauvres Allemands sont beaucoup plus riches qu'une bonne partie de la classe moyenne française. Mais en revanche, il y a une vraie difficulté sur les entreprises. On a quand même deux grands secteurs qui vont très mal. L'automobile, le Dieselgate est parti d'Allemagne et derrière, il y a une vraie déstabilisation autour des problèmes d'environnement. Et puis, les banques, avec notamment la Deutsche Bank, qui est une des banques qui a refusé de s'adapter à ce qui s'est passé en 2008. Au plan politique, ce qui est quand même très marquant, et là aussi c'est une déstabilisation majeure, on avait tous l'idée que l'extrême droite ne pouvait pas avoir d'espace en Allemagne. Or, elle est de retour, entre 10 et 15%. C'est beaucoup moins qu'en France, c'est beaucoup moins dans un certain nombre d'autres pays. Mais incontestablement, ça produit des effets puisque, par ailleurs, le socle CDU-SPD, qui était le socle de la vie politique allemande, est aujourd'hui minoritaire, ce qui est un changement considérable. Donc là aussi, déstabilisation. Et puis surtout, on a beaucoup parlé de politique intérieure, mais il ne faut pas oublier que l'Europe et le système international ont explosé. Donc l'Europe, d'ailleurs, en partie du fait de Mme Merkel avec la crise des migrants, mais il y a eu aussi le Brexit, il y a l'Italie qui explicitement refuse, là encore, les règles de la stabilité économique et monétaire en Europe, il y a Orban, et puis il y a les monstres. L'Allemagne est partie de l'idée que même si le système international pouvait rester en partie une jungle, il n'y avait plus de monstres. Alors, les monstres, ils sont de retour. Ils s'appellent Poutine, ils s'appellent Erdogan, et les deux ciblent directement l'Allemagne. Donc, quand on regarde ce tableau, on voit que, en fait, l'incarnation de la stabilité, Mme Merkel a toujours vendu aux Allemands que tant qu'elle était là, rien ne changerait. Or, le problème, c'est que tout change. Et donc que maintenant, elle est beaucoup plus un problème qu'une solution. Elle est un problème pour l'Allemagne, dont on voit qu'elle est tétanisée face d'un côté à l'extrême droite et puis de l'autre côté la tenaille entre les attaques de Trump, les pressions de Poutine et d'Erdogan. Et la tétanie allemande influe directement sur la tétanie européenne. Donc aujourd'hui, sur le Brexit, ça se passe relativement bien et on peut en louer Michel Barnier. En revanche, sur le reste, la refondation de la zone euro est au point mort et là, l'Allemagne n'a pas pu embrayer sur les propositions du président français Emmanuel Macron. Orban introduit un clivage démocratie libérale au cœur de l'Europe avec un problème sur les valeurs qui est par ailleurs prolongé maintenant en Italie. Les migrants, le refus de parler de la sécurité et par ailleurs, on n'avance pas sur les problèmes de souveraineté commerciale, numérique et fiscale. Et là, l'Allemagne a aussi une responsabilité majeure. Donc, c'est bien ça la difficulté qui se présente aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier que Mme Merkel est arrivée au pouvoir en chassant Helmut Kohl de manière relativement peu élégante et civile. Et aujourd'hui, je pense qu'on rentre dans un système où il est possible qu'il lui arrive la même chose, et pour une bonne raison, c'est-à-dire que en dehors de la stabilité, elle a pris deux décisions majeures qui sont deux erreurs fondamentales, la sortie du nucléaire précipité, vous l'avez rappelé, et puis l'ouverture en dépit des règles européennes et en violation de toutes les règles européennes de 2015, qui a créé un traumatisme pour les opinions publiques, qui nous a quand même ramené l'extrême droite partout en Europe. Alors, il y avait déjà des fondements présents, mais le déclencheur, ça a bel et bien été cette crise des migrants de 2015. Donc là, il y a une responsabilité personnelle extrêmement lourde de Mme Merkel. Lucille Schmitt. Oui, moi je pense qu'il faut se rappeler, on en a parlé déjà dans le Nouvel Esprit Public, de cette espèce de longue période qui s'est ouverte après les élections législatives de septembre 2017, lorsque le parti de Madame Merkel avait fait un mauvais résultat. Les Verts avaient fait un résultat correct, mais enfin autour de 10%. L'AfD surtout avait fait un résultat très important. Et il y a donc eu et le SPD, un résultat
très mauvais. Donc on avait déjà une maladie de langueur de la part des deux grands partis dominants en Allemagne, et il y a eu cette tentative qui a échoué en novembre dernier de créer une coalition jamaïque, comme on l'appelle, c'est-à-dire avec l'idée d'avoir la CDU-CSU, d'avoir le FDP et d'avoir les Verts. Et cette coalition a échoué parce que le FDP a refusé en fait d'être avec les Verts pour des raisons qui tiennent, comme Nicolas vient de le rappeler, la question de la politique migratoire en fait empoisonne les relations entre les différents partis allemands. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a eu cette tentative avortée, et je voulais revenir là-dessus par rapport au succès des Verts aujourd'hui. À l'époque, donc il y a un an, les Verts faisaient 10%. Aujourd'hui, ils sont crédités de 20 à 25% dans tous les sondages. Et ce que me disait un Vert allemand, c'est que d'habitude, dans les sondages, on est crédité de temps, mais on fait moins. Mais là, on a le sentiment qu'on va faire plus. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que les sondages, on verra ce qui se passe en Est tout à l'heure, mais les sondages, en tout cas pour la Bavière, ont été parfaitement exacts, voire un petit peu inférieurs aux résultats des Verts. Donc qu'est-ce qui se passe et en quoi est-ce qu'on peut en tirer d'ailleurs des enseignements par rapport à la France ? Ce qui est très intéressant, c'est que de longue date, le régime allemand, c'est un régime de coalition. Et comme le rappelait Michaela, par exemple, les Verts sont habitués à gouverner. Il y a même un ministre-président en Bade-Württemberg, qui est l'État limitrophe de la Bavière, et Winfried Kretschmann, qui a montré comment le lien entre économie et écologie était un lien, au fond, qui pouvait être consubstantiel, et notamment entre industrie et écologie. Et autant Angela Merkel a échoué à faire la transition écologique parce que elle est partie du haut, elle a voulu arrêter l'industrie nucléaire, autant dans les territoires, la question du lien entre innovation et écologie a été mise en pratique par des Verts qui ont montré leur pragmatisme et qui ont su s'allier successivement avec le SPD, avec la CDU-CSU, et puis devenir ministre-président dans le cas de Winfried Kretschmann. Et ce qui peut se passer en Est, c'est que, comme le rappelait Michaela, au fond, s'il y a un ministre-président vert, il l'aura déjà montré et il aura été visible, contrairement à ce qui se passe en France, où il y a eu des accords entre socialistes et verts de très longue date au niveau des régions, mais où, en règle générale, les vice-présidents verts étaient totalement anonymes, et les présidents de régions socialistes pouvaient s'arroger toutes les réformes écologiques. En fait, la culture de coalition est une culture qui permet d'une certaine manière à des partis de devenir, et à des personnalités de devenir des refuges, d'émerger beaucoup plus facilement que dans notre régime présidentiel. C'est un premier point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ce qui n'a pas bénéficié à la CSU, c'est la politique qui a fait un très mauvais résultat en Bavière, c'est la politique de traîtrise, en fait, menée maintenant depuis des mois par Seehofer à l'égard d'Angela Merkel, en mettant en scène le fait que sa politique migratoire était quelque chose qui avait plombé l'Allemagne. Sauf que dans les sondages, en fait, beaucoup d'Allemands, et une majorité d'Allemands, disent que pour eux, l'essentiel, c'est l'emploi, c'est les questions économiques, c'est la question des loyers, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui s'est cristallisé, certes, dans l'anti-migratoire, comme le montrent les résultats de l'AfD, mais qui sont plus faibles que dans les sondages. Et il y a en même temps des millions d'Allemands qui disent, en votant pour les Verts, on est pro-européen et on est pour une politique migratoire plutôt ouverte. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ce débat en Allemagne et ces résultats électoraux, s'esquisse, je crois, une vraie vie politique européenne. On est dans une situation où aujourd'hui, des citoyens vont manifester pour dire qu'ils sont pro-européens, qu'ils sont contre l'extrême droite et qu'ils sont pour une politique d'accueil migratoire qui peut avoir des résultats économiques corrects, surtout lorsqu'on est allemand, et que tous les indicateurs économiques, comme l'a rappelé Nicolas Bavray, sont au vert. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'excédent budgétaire, il y a les bons résultats commerciaux, il y a certes la question de la précarité, mais on a les moyens de mettre en place des mesures qui seraient plus sociales. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que l'Allemagne, peut-être, on l'a déjà dit ici pour l'Italie, on a l'impression de voir chaque pays où il y a des élections devenir une sorte de laboratoire, d'une réinvention. Est-elle démocratique? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on nous prédisait l'explosion des populismes européens. Moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a en tout cas des dynamiques antipopulistes qui apparaissent fortement à travers ces élections qui sont certes des élections régionales, mais qui sont des élections qui peuvent dire quelque chose sur les élections européennes de l'année prochaine. Michaela Wiegel. Oui, d'ailleurs, merci beaucoup, Lucie Schmitt. Les sondages pour les élections européennes montrent cette même tendance avec une forte poussée des Verts. Et bon, l'AfD reste quand même, c'est pas joyeux d'avoir un parti d'extrême droite aussi fort, mais ça reste quand même sur des taux aux alentours des 10%. Donc, ce n'est pas non plus un signe d'une radicalisation de droite de toute une société.
je voulais ajouter quelque chose parce que ça m'avait beaucoup amusé de constater ça. En Bavière, la CSU, les pertes les plus importantes étaient dues au vieillissement de la population, c'est-à-dire le plus grand groupe des électeurs perdus, c'était les électeurs décédés. Et donc, le résultat montre aussi que, à part les décisions des électeurs de quitter un parti du gouvernement, je pense derrière, c'est aussi une tradition, parce qu'il faut rappeler que depuis la fin de la guerre, la CSU avait la majorité absolue en Bavière. C'est une tradition qui s'est perdue, et c'est pour ça aussi dans l'analyse du résultat des Verts, ça montre que les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées aux questions environnementales. Un tout petit mot sur la différence entre les Verts en Allemagne et en France, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup vu ce changement probablement en France. Les Verts allemands en fait vraiment, ils se sont énormément embourgeoisés. On a maintenant à la tête un duo assez fascinant, assez jeune, en tous les cas pour l'Allemagne, pas aussi jeune que le président Macron, mais pour l'Allemagne, deux jeunes de la nouvelle génération et qui, pour qui cette question entre les fondamentalistes et les réalistes n'a même plus lieu d'être. Pour eux, c'est clair qu'ils veulent exercer le pouvoir. Et donc, je crois ça aussi, il faut le voir. Et vous avez mentionné déjà Winfried Kretschmann dans le Baden-Württemberg. Je crois que c'est très important de voir que le Baden-Württemberg, avec la Bavière, c'est le haut lieu industriel de l'Allemagne. C'est là où le Mittelstand, dont on parle dans tous les colloques sur le succès industriel allemand, a ses plus belles pépites. Et donc je crois cette expérience montre aussi à quel point une politique d'environnement soutenable peut avoir un impact positif sur le développement industriel. Parce qu'apparemment, ça m'avait fasciné, le niveau d'innovation a extrêmement augmenté depuis qu'il y a ces restrictions concernant l'environnement. Donc, ça montre que ça peut marcher. Sauf qu'au niveau national et au niveau fédéral en Allemagne, là, malheureusement, ça n'a pas marché. Et je suis, Nicolas Bavrez, malheureusement maintenant très pessimiste parce que vous avez dit, et c'était gentil de le dire ainsi, que Angela Merkel ne pouvait pas beaucoup aider pour l'approfondissement de la zone euro. Moi, je crois qu'elle ne voulait pas beaucoup aider et je ne vois pas beaucoup quelle est encore l'ambition de suivre ou d'aider Emmanuel Macron sur les propositions qu'il a avancées lors du discours de la Sorbonne. Sur cette nouvelle race de verts, si je puis dire, qui sont les Allemands, vous avez parlé l'une et l'autre de leur rapport différent avec l'industrie et de leur capacité à considérer l'industrie comme n'étant pas, loin de là, incompatible avec l'écologie. Est-ce qu'il y a d'autres points? Parce que la comparaison que Michaela faisait avec les Verts français est une comparaison très généreuse, parce que les Verts français, ni électoralement, ni pour ce qui est de leur doctrine, ne font preuve de quelque chose qui soit extrêmement saisissant. Mais est-ce qu'il y a d'autres points qui caractérisent ces nouveaux Verts? Alors, je dirais quand même un certain conservatisme des valeurs, c'est-à-dire un certain retour vers un modèle de l'école où et ça c'est très intéressant parce que pendant longtemps les Verts étaient quand même sortis de ce mouvement très anti-autoritaire et tout, et là on voit mais en revanche là, on voit un retour par exemple, à la valeur de lire, à la valeur de bien investir du temps. Donc, c'est un mélange assez intéressant entre un conservatisme éducatif qui est fortement lié à l'Église protestante aussi. Je dirais que c'est le modèle un petit peu de responsabilisation dans tous les domaines, et donc une
une éducation qui est basée sur cela. C'est bien sûr des habitudes alimentaires, mais ça, on est plus dans le mais ça quand même maintenant, c'est présent dans toute la société. C'est ça qui est intéressant mais en France, là, en l'occurrence, c'est pareil. C'est plus lié au vert en France, en fait. Et je crois donc et en même temps, quand même, et ça va poser un problème pour le projet européen, un rejet complet des solutions militaires, et notamment donc toute la politique de sécurité. On ne veut pas faire de l'Europe une force de défense militaire. Lucille Schmitt? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que là, il y a une grosse différence et en même temps, on bat toujours notre coulpe en France sur le fait qu'on n'est pas assez écologiste. Et Dominique Bourg a l'habitude de dire, au fond, la société française de très longue date était écologiste dans les années 70. C'était une des sociétés européennes les plus écologistes, mais elle n'a pas trouvé son débouché politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit bien combien la société française est traversée par des courants écologistes. C'est-à-dire que on parle des mondes de l'écologie. Moi, c'est vraiment une expression que j'aime employer parce que je trouve qu'il y a un monde écologique au sein de l'entreprise, autour du développement durable, qui a évidemment le débouché politique qui reste très restreint. Et puis, il y a aussi la littérature, il y a l'économie au sens large, parce qu'aujourd'hui, au sein du débat entre économistes, la question de l'investissement, la question du long terme est quelque chose qui traverse l'économie. Donc, en théorie, donc dans la pensée, dans l'action, en France, on voit bien que nous avons tous les moyens de donner à l'écologie politique quelque chose, une vraie force. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que on n'a peut-être pas assez parlé du fait que le SPD est le grand perdant des élections en Allemagne. C'est-à-dire que, alors beaucoup de ces électeurs vont vers les Verts, mais on parle beaucoup d'Angela Merkel et la CDU-CSU, mais la principale victime, d'une certaine manière, des élections, c'est le SPD, et c'est pour ça que la question de la grande coalition et d'une autre coalition qui pourrait prendre la place est posée. Et est-ce que c'est pas là quelque chose de proche de la France, où de la même manière, le Parti socialiste donne le sentiment de disparaître dans les derniers sondages? Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant à l'affaire Khashoggi ou Khashoggi. J'ai cru comprendre que c'était comme ça que la prononciation était officielle. Ce qui compte en tout cas, c'est que mardi dernier, en s'exprimant au Parlement sur l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassinat au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que l'éditorialiste du Washington Post avait été victime d'un meurtre sauvage et planifié. Il a appelé les autorités saoudiennes à participer plus activement au déroulement de l'enquête en cours pour mettre à jour les responsables de cet assassinat. Riyad avait d'abord nié la mort du journaliste, puis réfuté qu'elle ait été le fait d'un homicide, avant d'évoquer une opération non autorisée. Depuis, le royaume dirigé par la famille Salman a été marginalisé diplomatiquement, y compris par nombre de ses partenaires diplomatiques habituels. Plusieurs membres de l'administration Trump, dont le secrétaire d'État Mike Pompeo, ont condamné l'assassinat de Jamal Khashoggi, tout en préférant recourir à des sanctions individuelles plutôt qu'à des mesures de rétorsion commerciale. Cette déstabilisation est intervenue à la veille de la deuxième édition du Forum Economic Future Investment Initiative, surnommé le Davos du désert, qui devait réunir cette semaine le monde financier et économique à Riyad et marquer l'intention du prince héritier Mohammed Ben Salman de sortir l'économie du pays de la dépendance au pétrole. Le boycott de cette manifestation par de nombreux dirigeants d'entreprises et de nombreux médias occidentaux, au premier rang desquels le Financial Times, a porté un coup à la stratégie de communication internationale du prince héritier autour de son vaste plan d'investissement national baptisé Vision 2030. En incriminant le royaume d'Arabie Saoudite sans nommer expressément les membres de la famille régnante, c'est le président Erdogan qui apparaît comme le bénéficiaire principal de cette affaire, dont il fait un instrument de rééquilibrage de son rapport de force avec l'Arabie Saoudite et leur allié américain, avec qui il reste en conflit sur de nombreux dossiers qui vont de l'embargo imposé au Qatar par l'Arabie Saoudite depuis l'été 2017 à la réintégration de l'Iran dans le concert des nations. Sur cette question, Nicolas Pavresse. Une fois de plus, on voit que certains assassinats sont pires que des crimes, ce sont vraiment des fautes politiques. Et ce qui s'est passé dans le consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul, évidemment, en fait partie. On voit la manière dont la vérité commence à apparaître peu à peu. On sait à peu près où on va arriver, c'est-à-dire au fait que Monsieur Jamal Khashoggi a effectivement été torturé et ensuite
décapités et démembrés dans ce consulat par une équipe donc de 18 personnes qui étaient venues d'Arabie Saoudite et qui sont des proches du prince Mohammed Ben Salman. Alors, le fait de s'attaquer à ce journaliste qui écrivait dans le Washington Post dans un consulat situé en Turquie, qui est par ailleurs le grand rival de l'Arabie Saoudite pour le contrôle du monde sunnite, c'est évidemment, ça montre une perte complète, au-delà de l'horreur des faits, ça montre une perte complète du sens des réalités. Et donc, ça met directement en cause le projet de modernisation de l'Arabie Saoudite qui est conduit par le prince Mohammed Ben Salman, qui exerce donc tous les pouvoirs depuis juin 2017. Le départ de l'aventure de Mohammed Ben Salman est un diagnostic qui est parfaitement juste. L'Arabie Saoudite est elle aussi, on parlait de fin de cycle, et ça s'applique absolument à l'Arabie Saoudite. Il y a 5 gros problèmes. D'abord, une monarchie qui est coupée du peuple, 28 millions de gens, dont 58% ont moins de 20 ans, sur fond de printemps arabe. Ensuite, l'alliance avec le wahhabisme depuis 1744 qui a donné lieu à un djihad mondial. La rente pétrolière, 42% du PIB, 90% des recettes d'exportation et du budget. L'expansion de l'Iran. Et enfin, l'alliance avec les États-Unis qui a quand même subi 2 gros coups et très importants. Premièrement, les attentats du 11 septembre 2001. Il ne faut jamais oublier que ça a été pensé et exécuté par une majorité de Saoudiens. Et puis le bras de fer avec les États-Unis sur le pétrole qui a été engagé avec la baisse du prix du pétrole et qui a été perdu par l'Arabie Saoudite. Donc, l'idée de moderniser le pays, l'idée de casser l'addiction au pétrole, de passer à un système qui soit beaucoup plus piloté par le secteur privé, par les services, ce qui suppose de l'ouvrir au monde moderne, ce qui suppose d'accepter une modernisation de la société. Tout ça, évidemment, était plutôt une excellente idée. Et il y a quand même eu des débuts de réalisation avec l'introduction de la TVA, l'ouverture des cinémas, le fait d'autoriser enfin les femmes à conduire. Bon, mais il n'en reste pas moins que ceci a buté sur un problème politique majeur. Ce problème, c'est qu'on ne moderniser un pays comme l'Arabie Saoudite en instaurant un régime de terreur à l'intérieur et de guerre généralisée avec tous les voisins, ça, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc, je rappelle que la terreur, il y a eu de multiples exécutions de masse. Il y a eu l'enfermement des 300 princes et chefs d'entreprise au Ritz, la répression féroce de toute forme de dissidence. À l'extérieur, la guerre totale avec l'Iran pourrait se concevoir, mais à l'inverse, pourquoi avoir ouvert le front du Yémen, qui est un désastre militaire et humanitaire, et le front du Qatar, qui est en train de tourner à l'avantage du Qatar. Donc, toute cette affaire fait en fait 3 grands perdants. Le prince lui-même, parce que tôt ou tard, il y aura évidemment un contre-coup, et on voit mal comment il ne serait pas mis sous une forme de tutelle aujourd'hui par une autre partie de la famille royale. L'Arabie Saoudite, qui est toujours extrêmement soucieuse de son image, et image qui est dévastée, et qui par ailleurs, l'idée de faire venir des investisseurs et de normaliser le pays dans ce climat est évidemment maintenant extrêmement difficile à soutenir. Et Donald Trump, qui avait, à travers son gendre, tout misé sur l'Arabie Saoudite et contre l'Iran, pour sa politique au sein du Moyen-Orient, et y compris sa politique vis-à-vis d'Israël. Les grands gagnants, c'est la Turquie d'Erdogan, ça a été dit, qui finalement se respectabilise et qui marque des points dans le monde arabe, mais aussi vis-à-vis de l'Europe et des États-Unis. Et puis l'Iran. Donald Trump devait imposer un nouveau train de sanctions extrêmement brutal sur l'Iran le 5 novembre. Il va de soi que tout ce qui se passe aujourd'hui fait que, même s'il maintient sa décision, ceci va être plus compliqué. Donc, dans les leçons, il y a quand même une leçon positive, c'est que tous ceux qui disent que les droits de l'homme ne comptent pas et qui s'en moquent ont peut-être en partie raison, mais il y a des moments où on va trop loin. Et là, c'est aller trop loin, et on voit qu'en allant trop loin, on peut avoir un retour de boomerang mondial. La deuxième chose, c'est que entre modernisation et terreur, il faut choisir. Et puis, la troisième chose, c'est que, de fait, tout miser sur l'Arabie Saoudite pour recomposer le Moyen-Orient, c'est certainement déraisonnable.
Michaela Wiegel. Oui, alors ce que je trouve intéressant merci pour ce tableau très complet déjà, mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a quasiment oublié pourquoi ce fameux Khashoggi ou Khashoggi gênait autant le prince Salman. Et justement, je crois, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il mettait à mal la version que nous, autres occidentaux, avions acceptée, l'image de modernisateur, justement, du prince Salman, parce qu'il mettait toujours en avant dans ses articles dans le Washington Post les faces cachées de ce qui faisait cet événement que les femmes pouvaient conduire. Ben oui, mais uniquement si le mari était d'accord. Donc c'est une modernisation toujours très ambiguë qui ressemblait en tous les cas pas à une émancipation telle que on l'entend dans les démocraties européennes. Et donc, je crois que ce qui est important de voir, c'est que ça montre le modèle de modernisation qu'on voulait bien nous montrer n'était pas celui réel. Et je trouve assez parlant à cet égard les hésitations, notamment du président français, de réagir. Parce que, on le sait, la France a un rôle leader pour cet énorme chantier sur ce site de l'UNESCO. On estime entre 50 et 100 milliards le projet d'infrastructures, d'hôtels, de musées. Il y a les plus grands musées de France sont engagés dans ce projet. Et donc, il est clair qu'il y a des intérêts économiques que notamment la France ne veut pas mettre en péril vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, d'où, à mon avis, cet agacement très visible du président français quand il a été interrogé s'il donnait suite après les déclarations d'Angela Merkel sur une mise en question notamment des exportations d'armes, où il a dit « je ne vais pas vous répondre » et après il a répondu par un communiqué un peu ambigu quand même en disant qu'il envisageait des sanctions si le crime était avéré, alors qu'on est quand même dans un pur cas de figure où il va être très très difficile d'avoir des preuves parce que déjà ce crime est l'enjeu d'un jeu de pouvoir entre la Turquie et l'Arabie Saoudite. Et je pense effectivement, il s'agit derrière, et vous l'avez dit, Nicolas Bavrez, de l'enjeu du contrôle du leadership dans le monde sunnite, parce que il est quand même assez curieux que le président Erdogan, qui lui-même faisait emprisonner des journalistes, et le fait toujours malheureusement, s'érige maintenant comme un modèle alternatif au modèle saoudien, et on voit bien que il profite pleinement de son nouveau rôle d'avoir justement d'être le seul, en tous les cas d'après ce qu'on sait, d'avoir ce fameux vidéo des horribles tortures et de cet horrible crime subi par ce journaliste, et il en profite pour restaurer son image aussi. Juste deux choses, ces crimes horribles, ces décapitations, ces lapidations, etc., sont une affaire tout à fait banale en Arabie Saoudite. Celles-là attirent l'attention, si je puis dire, mais ne doivent pas faire oublier les autres, et notamment dans la vision qu'on a de ce pays. C'est pour ça que, pour rebondir sur ce qu'a dit Michaela, je trouve que si un journal ou un magazine publiait une sélection des éditoriaux de Khashoggi dans le Washington Post, ce serait extrêmement utile pour cesser d'avoir cette vision infantile de l'Arabie Saoudite qui est, avant ils étaient méchants, et maintenant il est arrivé un beau et jeune prince, qui d'ailleurs est assez jeune, mais est-il beau, chacun on a une opinion là-dessus, en tout cas il est barbu, et le beau et jeune prince, bien entendu, il a embrassé la princesse et il a réveillé la démocratie. Il a réveillé rien du tout, et ce que Khashoggi disait, et notamment son dernier éditorial, celui sur ce dont les pays comme le sien ont besoin, c'est de la liberté d'expression, est tout à fait intéressant, et j'ai lancé cet appel, nous verrons bien s'il est suivi. Lucille Schmitt. Oui, moi je crois que ce qui est très intéressant, c'est la façon dont nous avons voulu
repeindre Mohamed Ben Salman en démocrate. Parce que quelque part, les gouvernements, et notamment Emmanuel Macron et le gouvernement français, mais aussi bien sûr Donald Trump, souhaitaient pouvoir conserver avec l'Arabie Saoudite des contrats juteux qui sont, comme vous l'avez rappelé... Pardon, mais Donald Trump, il l'a dit avec un cynisme, oui. Il a dit, entre les contrats et les droits de l'homme, je choisis les contrats. Voilà. Donc le président Macron, il est là, il prend un air gêné, ennuyé, il répond pas, pardon. Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que on veut se trouver des excuses ou en tout cas hypocritement considérer que Mohamed Ben Salman est un démocrate. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, il a changé la nature du pouvoir actuellement en Arabie Saoudite. On est passé d'un pouvoir qui était extrêmement collégial et qui était entre les mains de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de princes, à un pouvoir qui est dans ses mains. Et je voulais quand même rappeler, vous l'avez sans doute en tête, comment il a kidnappé, empêché de sortir le Premier ministre libanais en novembre 2017, l'a obligé à démissionner, et ensuite, grâce à Emmanuel Macron, qui est ami avec le prince, le Premier ministre libanais est rentré chez lui et a dit non, finalement, je ne démissionne pas. Donc on peut dire que, certes, il n'y avait pas de crime extraterritorial hors d'Arabie Saoudite, mais on savait parfaitement que les féministes étaient emprisonnés, que même les princes étaient emprisonnés à l'intérieur du Ritz-Carlton, ce qui quand même nous a fait rire par ailleurs, parce que du coup ça lui a permis de récupérer $1 milliard. Mais enfin, il y a un vrai sujet sur le fait qu'on savait... 20, pardon. On savait ce qu'il en était, mais on avait décidé qu'on ne regarderait pas. Et au fond, tout le paradoxe, c'est que c'est Erdogan qui nous oblige, en faisant un discours devant son Parlement, donc qui d'une certaine manière met en scène une espèce de simulacre démocratique, et qui nous oblige à regarder la réalité en face grâce à des écoutes qui sont placées dans un consulat et qui sont faites par les services secrets turcs. Donc, en tout cas, une première chose qu'on peut se dire entre nous, c'est que c'est pas aujourd'hui la démocratie qui gouverne les relations internationales, et moins que jamais. Ce sont des autocrates. Après, moi, je voulais quand même, par rapport à ce que disait Nicolas Bavray, sur le fait que Ben Salman était aujourd'hui affaibli, suggérer qu'un autre scénario est éventuellement possible, parce que c'est aussi quelqu'un d'extrêmement déterminé, d'une grande brutalité, qui visiblement a à sa main les services, qui a à sa main, au fond, qui a des hommes de main, qui a un père qui a décidé de tout lui donner, on avait dit qu'il n'irait pas au Davos du désert, qu'il allait être quelque part puni dans sa chambre, et pas du tout. Il y a été, et il s'est amusé à plaisanter avec le Premier ministre libanais en disant « peut-être qu'on va te kidnapper encore une fois, mais tu es d'accord ?» Enfin, c'était un peu ça. Donc, on est hors des règles démocratiques, on est hors de notre champ de réflexion politique, et on peut imaginer pourquoi pas que Mohamed Ben Salman se dise c'est le moment ou jamais de prendre le pouvoir, parce que de toute façon, si je ne le prends pas, ce sont mes pairs, en fond mes ennemis, puisque je les ai emprisonnés au Ritz-Carlton, qui vont me destituer. Donc il y a un autre scénario qui est possible. Il est certes mis au banc, en tout cas dans les discours de la communauté internationale, mais il a tout pouvoir aujourd'hui pour éventuellement faire un coup de force. Ça, c'est un premier point. La deuxième chose que je voulais dire sur le plan économique, c'est que sa vision 2030, qui était en fait le projet pharaonique qu'il nous avait vendu et auquel on est toujours prêt à croire, parce que vous savez, ce qu'on fait, c'est qu'en France, comme d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe, on croit au mirage de l'or noir. Donc, on met à disposition des crédits très intéressants pour les Saoudiens. Il y a des contrats qui courent sur 10 ans, 15 ans, et la réalité de ce qu'on en retire, il faut quand même s'interroger sur les réels bienfaits économiques que créent ces contrats. Surtout au moment où on vient de parler longuement de l'écologie, il faut arrêter d'avoir une pensée segmentée. L'Arabie Saoudite, je voulais quand même le rappeler, est l'un des États qui s'opposait très fortement à l'accord de la COP 21 2015. On est dans un modèle d'économie de rente, et en fait Salman veut copier le Qatar qui avait fait Vision 2020 il y a quelques années. Donc on est en fait dans de nouveau une économie du mirage. À partir de là, est-ce qu'il ne faut pas raison garder, se dire que de toute façon ce n'est pas ce crime qui va vraiment changer notre politique vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais il faut regarder les faits économiques, essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on a paré ce prince de toutes ces qualités qu'il n'avait pas. Nous devons, nous aussi, nous interroger sur les ressorts de notre diplomatie. Nicolas Bafrès. Quelques remarques. D'abord, le coup de force, il a déjà été fait. Il a été fait en 2017 quand le concurrent de Mohamed Ben Salman, qui était Mohamed Ben Nayef, a été lui aussi... j'allais dire séquestré, privé de ses médicaments jusqu'à ce qu'il démissionne, et pour l'instant il est donc en résidence surveillée. Donc le problème, c'est de savoir si on va revenir sur ce coup de force qui a en fait déjà eu lieu. Deuxièmement, dans la politique, évidemment, on pense tout de suite au pétrole, à l'économie avec l'Arabie Saoudite. Pétrole d'un côté, commande de l'autre, et notamment commande en matière d'armement, puisque c'est très important pour les États-Unis mais aussi pour la France. Il faut quand même
même pas oublier que, pour nous tous, derrière, il y a quand même un énorme problème géopolitique qui est qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient et comment on répond à la poussée iranienne. Parce que la poussée iranienne, elle existe vraiment. Elle a d'ailleurs été favorisée par la politique américaine et ses erreurs. Mais c'est vrai que l'Iran s'est taillé aujourd'hui un empire, un chiistan qui intègre l'Irak, qui intègre une bonne partie de la Syrie, puisque maintenant il est acquis que le régime syrien va non seulement se survivre à lui-même, mais contrôler l'essentiel du pays. Il y a le Liban à travers le Hezbollah, et puis il y a le Yémen à travers les Houthis. Et que, par exemple, pour un pays comme l'Arabie Saoudite, c'est un quasi encerclement. Et par ailleurs, il est clair que cette poussée chiite n'est pas favorable ni à la démocratie, ni aux intérêts de l'Occident. Donc il y a bien ces deux dimensions qu'il faut prendre en compte. Le rapport de force aujourd'hui, c'est là où je pense quand même que les choses peuvent bouger, c'est que quand on regarde au bout du bout, le rapport de force, l'Arabie Saoudite est fondamentale pour le pétrole, elle est fondamentale pour l'équilibre du Moyen-Orient, mais le rapport de force ne lui est pas favorable. Elle a perdu son bras de fer avec les États-Unis sur le pétrole, et ça a déjà été fait, et tout le monde le sait. Et par ailleurs, comme on le voit aujourd'hui, elle a été incapable de bloquer l'avancée des Iraniens, et elle est concurrencée par Erdogan avec la démocrature turque qui, aujourd'hui, incontestablement, marque des points. Donc, dans le jeu régional, elle est aujourd'hui plutôt sur la défensive. Et c'est pour ça que je pense que le régime va devoir bouger d'une manière ou d'une autre. Celui qui peut le faire, c'est le roi. Il a une lucidité qui semble être limitée à quelques heures par jour, mais on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de pressions convergent vers lui. Donc, ce qui pourrait être fait, j'allais dire, c'est que, y compris les pressions internationales, qu'il y ait une forme de mise sous tutelle de Mohamed Ben Salman. Deuxièmement, ce qu'on peut demander, c'est que ce qu'on a dit dans Vision 2030, il y a des choses complètement déraisonnables. Par exemple, la ville nouvelle Néon à 500 milliards de dollars. Je pense que c'est complètement en dehors du réel. Et surtout, ce qu'on pourrait demander concrètement, c'est que on arrête le massacre au Yémen. Parce que ça, il est clair que ça dessert tout le monde. Je vous remercie. À propos, d'ailleurs, je signale à ceux de nos auditeurs qui n'auraient pas été dans les parages ou qui leur aient manqué que nous avions diffusé cet été une thématique sur l'Arabie Saoudite et le Yémen, qui est évidemment, comme toutes nos émissions d'ailleurs, qui est toujours disponible sur notre site www.lenouvelespritpublic sans séparation.fr. Je recommande l'émission sur l'Arménie aussi à ceux qui l'auraient manqué, et je rappelle que donc c'est le 11 novembre prochain, donc dans 15 jours, que nous serons à l'école alsacienne pour une émission en public, à la suite de laquelle nous aurons, comme d'habitude, un échange avec la salle. Cette émission a été préparée avec... Mais j'ai oublié les brèves, pardon, j'ai complètement... Excusez-moi. Alors, je vais commencer moi-même commencer les brèves en disant que hier, Gilles Vigneault a eu 90 ans. C'est l'occasion d'appeler l'attention sur ce chanteur, poète, compositeur, homme de scène absolument exceptionnel, qui est sans doute un des rares, peut-être même le seul chanteur qui ait été capable d'exprimer toute une collectivité nationale, culturelle, sans aucun esprit de chauvinisme, mais qui est accompagné, traduit une société qui a profondément changé, qu'il a connue quand elle était encore entièrement congelée, si je puis dire, et sauvegardée, et en même temps, sous la botte de l'Église, qui a sauvé sa vie et qui en même temps l'a fait vivre dans des conditions extraordinairement disciplinaires. Bref, et c'est un homme de scène tout à fait remarquable. Ça se sent dans ses disques, dont beaucoup ont été enregistrés en direct. Et donc voilà, je voudrais rappeler l'attention sur Gilles Vigneault, et je pense que tous ceux qui se reporteront à tel ou tel de ces enregistrements en tireront une grande satisfaction. Michaela Wiegel. Oui, alors comme la France s'apprête justement ce 11 novembre à recevoir un grand nombre de chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump et Vladimir Poutine, pour commémorer les 100 ans de l'armistice, j'ai retrouvé un très beau texte de Joseph Roth, ce grand écrivain autrichien,
sur Clémenceau. Et je trouvais très remarquable parce qu'il est rare dans le monde germanophone quand même de faire l'éloge de Clémenceau. Et donc ce texte qui doit se trouver aussi en version française montre à quel point quelqu'un comme Joseph Roth avait vu que Clémenceau avait raison quand il avait mis en garde sur les suites du traité de Versailles et aussi sur la dangerosité de l'Allemagne et qui avait en quelque sorte prévu qu'un nouveau conflit allait éclater. Et je recommande donc ce texte. Jacques Bainville disait une paix carthaginoise. Nicolas Bavrez. 2 recommandations. L'exposition Louis-Philippe à Versailles. Louis-Philippe est celui qui a transformé Versailles en musée et on lui doit assez largement le fait que le bâtiment ait survécu et nous soit parvenu. Et on visite du coup des salles qui sont très peu connues, la salle des croisades, les salles algériennes. On voit aussi toute l'iconographie de Louis-Philippe avec le problème qu'il avait, qui était d'une certaine manière un problème politique qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire que il a essayé à travers Versailles et à travers les tableaux de se prémunir des légitimistes d'un côté, des républicains de l'autre, en essayant de constituer une 3e voie pour la monarchie constitutionnelle qui s'est effectivement terminée par une révolution. 2e recommandation, le livre de Michel Carmona sur Port-Royal, parce qu'on parle beaucoup de religion et de politique. Ça a été au cœur du grand siècle. Il y a une femme extraordinaire qui était Angélique Arnaud, qui a été au cœur du succès de Port-Royal, jusqu'à obliger Louis XIV à prendre la décision de faire raser non seulement l'abbaye, mais même son cimetière en 1710. Et là où c'est une aventure qui intellectuellement est assez exemplaire, c'est que Port-Royal a été rasé, mais le jansénisme a largement gagné à travers les Lumières. Lucille Schmitt. Oui, alors moi, je vais être un peu plus provinciale encore. Moi, je voulais vous parler de Patrick et Mélanie qui animent à Tours une radio qui s'appelle Radio Béton et qui, dans cette, puisqu'on est à la radio après tout, sur cette radio anime une émission qui s'appelle Des poches sous les yeux et en fait, c'est une émission littéraire. Et pourquoi est-ce que je vous parle d'eux ? Parce que ils ont lancé une bookbox littéraire et ce qui est très intéressant, il y en a d'autres, hein. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez chaque mois un thème surprise, c'est-à-dire que quand vous aimez lire, la question de la curiosité, de la découverte, de l'imprévu est quelque chose d'essentiel. Et donc je voulais vous inciter à aller regarder ce que donne cette bookbox en vous donnant quelques-uns des thèmes qu'ils ont explorés, le cœur des femmes, hein, pas le corps des femmes, mais le cœur des femmes, les terrains de sport. Je trouve ça un truc très intéressant. Moi, j'ai adoré la livraison des Nouveaux Mondes. Et puis, puisque je suis un petit peu l'écologiste patentée de cette émission, il y a eu toutes 3 livres sur les histoires d'eau qui mêlaient à la fois Alice Fernet, puisque ce qui est très intéressant, c'est qu'ils mêlent les écrivains français et puis beaucoup de littérature américaine notamment. Et je trouve que c'est des belles découvertes et que d'une certaine manière, dans le flux de la vie tel qu'on l'amène, avoir cette espèce de cadeau sans savoir ce qui vous attend en lecture, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. Vous trouvez toutes nos recommandations sur le site de l'émission. J'en rajoute une qui sont dans la collection des presses universitaires de France, du PUF. Il y a une collection qui s'appelle Les 100 mots de... Et François Dufour, qui a créé à travers sa société Playback les quotidiens pour les enfants et pour les adolescents, François Dufour publie Les 100 mots du journalisme. Et je dois dire que c'est quelqu'un qui a une vision du journalisme qui sort largement des frontières françaises et qui a une façon tout à fait claire et en même temps tout à fait ferme de parler d'un certain nombre de choses qui concerne notre profession ou qui devrait la concerner et qui quelquefois la concerne pas aussi souvent qu'on pourrait le souhaiter. J'ai donc dit que c'était le 11 novembre que nous tenons cette émission en public et j'étais en train de commencer prématurément à remercier ceux avec qui cette émission se fait, c'est-à-dire Benoît Heurtel avec qui elle est préparée et le studio L'Arrière-Boutique où elle est enregistrée par Adrien Beccaria. Le producteur, Julien Neuville et sa société, Les Nouvelles Écoutes. Et puis, je rappelle donc que notre site donne tous les renseignements dont vous avez besoin, le nouvel esprit public sans séparation.fr. Et j'espère, en remerciant une nouvelle fois tous ceux qui ont contribué à notre financement, j'espère vous retrouver la semaine prochaine.